Jouer aux jeux vidéo dans son salon, sur un PC ou sur son téléphone, des mondes à explorer, des histoires à découvrir, et derrière tout ça, des éditeurs, des créateurs, des auteurs. La région regorge de studios plus ou moins grands, Nacon à Léquin, Ankama à Roubaix, Ishtar Games à Tourcoing et à Lille, Ludogramme créé en 2019. Au nord, ces trésors se plongent dans cet univers. Et ici à Lille, donc on est dans les locaux de Ludogramme et on rejoint son président Édouard Godel. Bonjour. Bonjour. On est dans vos locaux. Tout à fait. Il y a pas mal de gens qui travaillent, une trentaine de collaborateurs, c'est ça, de salariés de cette entreprise. Comment s'est créée cette entreprise, cette société de jeu ? Effectivement, aujourd'hui on est 30. On a commencé à 4 dans un tout petit bureau à la Pleine Image sur des demi-bureaux Ikea, ce qui est assez classique parce qu'au début on n'a pas trop de moyens. Et puis on a réussi au fil des années en fait à agrandir en développant de plus en plus de jeux et on a eu la chance effectivement de pouvoir recruter une trentaine de personnes aujourd'hui. Beaucoup de jeux. Combien de jeux à peu près sortis depuis 2019, depuis la création de ce studio de jeux vidéo ? Alors on a eu 2 temps très différents. Au début on faisait du jeu mobile. On produisait vraiment des jeux très rapidement, des jeux très narratifs. Donc à l'époque on a dû faire une douzaine de jeux sur 2 ans, ce qui est beaucoup. Et aujourd'hui on est sur des plus gros jeux qui vont être d'un budget entre 200 000 euros jusqu'à 1 million à peu près. Et sur cette catégorie de jeux qui sortent cette fois-ci sur PC et console, on a sorti actuellement 5 jeux. Avec quel thème principal ? C'est surtout la narration. On est surtout là-dessus sur Ludogramme, des jeux avec beaucoup de narration pour plonger dans une histoire. Au tout début de la boîte, quand on a monté, nous notre intention, et c'est toujours la même, c'est de créer des jeux à univers. Donc d'apporter en fait un univers créatif qui va se traduire par des mécaniques de jeu, par du graphisme, par du texte. Les débuts de l'entreprise étaient plus sur des jeux narratifs qui reposaient beaucoup sur le texte. Aujourd'hui, on est plutôt sur des jeux qui vont toujours raconter une histoire, mais pas seulement par le texte, aussi par des mécaniques de jeu, par les actions que les joueurs et les joueuses vont faire dans le jeu. Et quels sont les best-sellers, les jeux les plus populaires de Ludogramme depuis 2019 ? C'est le dernier jeu sorti qui s'appelle Monsters Are Coming, qui est un bon exemple d'évolution. En fait, on rêvait de faire un jeu, ça va paraître bizarre comme intention, mais faire un jeu avec des villes qui roulent. Ça nous fascinait en fait d'avoir un petit monde où les gens vivent sur des villes en déplacement. Et on a créé justement un jeu autour de cet univers-là, qui a été sorti au mois de novembre et qui a déjà conquis plus de 100 000 joueurs aujourd'hui. Donc ici, on est dans le pôle, on crée tout. Tout est pensé, créé, innové ici, c'est ça ? On est conçu ici ? Nous, on a une organisation qui est en petite équipe, en fait, de 6 à 8 personnes idéalement, parce que ça favorise la communication et chacun peut aussi apporter sa touche créative. Donc on va avoir effectivement sur une trentaine de personnes, aujourd'hui, on va avoir entre 4 et 5 projets en parallèle. Certains projets sont déjà sortis, on continue d'assurer la maintenance et de sortir des nouveaux contenus pour les joueurs qui sont déjà présents sur le jeu. Et puis on a des nouveaux projets qui se développent aussi également. On va peut-être voir un petit projet. Oui, bien sûr. Donc ce projet qu'on va découvrir, comment il s'appelle ? Ce projet s'appelle Invokir et c'est un mélange de Jumanji et de jeux d'horreur. Et donc là, on a on a 4 personnes qui travaillent dessus, c'est ça ? Actuellement, oui, mais il y en a une partie qui est aussi également en distanciel aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un projet où il y a à peu près 8 personnes actuellement qui travaillent dessus. Et donc là, on a César. Bonjour César. Bonjour. Quel est votre rôle aujourd'hui dans la création de ce projet ? Moi je suis producteur, donc c'est-à-dire que je vais m'occuper d'administrer les différentes tâches et de m'assurer que toutes les équipes sachent bien sur quoi travailler. Alors les équipes travaillent sur quoi actuellement ? On a quel type de métier pour créer un jeu vidéo ? Alors il y a besoin de plusieurs métiers, il y a besoin de développeurs forcément pour pouvoir intégrer toute la partie technique. Et puis après on va avoir des artistes, des sound designers et puis aussi des graphistes forcément pour la partie visuelle. On va aller voir, je crois, un programmateur. Manu, je crois que ça se passe de l'autre côté de la table, on va se déplacer. Donc là, on voit le jeu qui se crée avec quand même beaucoup de lignes de codage. C'est difficile, Edouard, de créer un jeu, ça prend du temps. Combien de temps à peu près pour sortir un jeu comme celui-ci ? Alors, ça va être très variable selon les projets. Nous, on est sur une typologie de jeu où on essaye de faire des jeux en 18 à 24 mois, idéalement, parce que ça permet de garder une énergie créative. Et en fait, le charme et la difficulté de notre métier, c'est que c'est un mélange de technique, donc de programmation notamment, mais aussi d'artistique, de création à la fois de mécanique, mais aussi en termes d'image. Et c'est un des enjeux de notre métier, c'est de faire en sorte que la partie technique soit au service aussi du plaisir des joueurs et des joueuses. Et on a notamment la chance d'avoir des programmeurs très talentueux, comme Quentin ici présent. Comment ça se passe ce jeu pour le moment ? Ça se passe très bien. Là, on est dans une phase un petit peu plus avancée. On a bien établi une formule et on commence à tester énormément toutes les différentes fonctionnalités qu'on a pu implémenter ces derniers mois. Et du coup, à corriger petit à petit tout ce qu'on a besoin pour qu'on ait un jeu bien fonctionnel d'ici peu de temps. On cherche les petits bugs, les petites erreurs par-ci par-là, et puis après, pour faire un jeu fluide. C'est ça, on cherche les gros bugs d'abord, parce que c'est ceux qu'on voit en premier quand on commence à tester tous ensemble. Et ensuite, c'est un petit peu incrémental, et c'est ça, on va affiner au plus. Et le but final, c'est bien sûr de plus en avoir. Voilà.
Edouard, c'est un jeu qu'on pourra jouer sur quel type de plateforme? Alors pour l'instant, il est prévu sur PC et on envisage à terme, en fonction de sa réception aussi commerciale, de le sortir sur d'autres plateformes et sur console comme on le fait pour nos autres jeux. Justement, c'est un jeu qui va compléter la collection de jeux de Ludogramme. Aujourd'hui, comment la société prospère dans le monde du jeu vidéo qui est gigantesque? Oui, alors le secteur est actuellement gigantesque et aussi challengeant. Donc on est heureux déjà de pouvoir, comme nous, créer de l'emploi en région. C'est une fierté pour moi et mes associés, aussi pour l'équipe, d'avoir réussi effectivement à avoir 30 personnes qui peuvent travailler. Donc on s'en sort plutôt bien. On a de la chance dans un secteur, encore une fois, qui est sous turbulence, de pouvoir continuer à recruter, ce qu'on fait actuellement, et de pouvoir continuer aussi à faire grandir les équipes et les projets. Justement, il y a une deuxième casquette. Vous avez une deuxième casquette en tant que président de Ludogramme. Vous êtes aussi président de Gaming, une association de professionnels du secteur du jeu vidéo dans la région. C'est le meilleur moyen d'évoquer ce secteur dans la région. Tout à fait. Ma grande passion, c'est de devenir président partout où je vais. Plaisanterie à part, non. En fait, 2027 alors. Exactement. On verra ça. Mais en tout cas, non. On m'a proposé effectivement de présider Gaming. Donc Gaming, en fait, c'est effectivement une association qui représente l'ensemble des acteurs de la filière dans notre région. Et moi, en tant qu'effectivement président, j'ai l'occasion de travailler avec l'équipe Gaming qui regroupe plusieurs personnes à temps plein. Notre enjeu pour la filière est de la représenter au mieux auprès des différents partenaires. Aujourd'hui, on a une chance, c'est que tant au niveau régional qu'au niveau de la MEL, qu'au niveau de l'ensemble des acteurs en région, sont tous très impliqués pour nous aider à développer et à maintenir effectivement une filière qui est en pleine croissance au niveau global. Justement, ça veut dire que la filière se porte bien dans la région ? La filière dans la région se porte bien, je dirais qu'elle résiste bien, puisqu'il y a eu effectivement une effervescence très forte autour du jeu vidéo pendant le Covid notamment. Et donc il y a eu beaucoup de création de studios, beaucoup de création d'entreprises. Il y a eu une sorte de boom qui a été suivi, on va dire, d'une correction marché qui a pu être assez douloureuse dans certains territoires. Nous, on a la chance, encore une fois, grâce au soutien effectivement des pouvoirs publics, à aussi la force de grands acteurs qui sont présents en région. Je pense notamment à Nacon, à Ankama ou aussi à 52 Entertainment. On a ces acteurs qui effectivement dynamisent le marché. Plus on a effectivement un ensemble de petites structures comme la nôtre, des structures de taille variable, de 1 à 30 personnes, on va dire, qui continuent de créer régulièrement des jeux et qui notamment bénéficient en fait du soutien de Pictanovo, qui est un financeur régional dans l'audiovisuel, mais aussi dans le jeu vidéo. Donc Pictanovo qu'on évoque souvent sur notre chaîne BFM Grand Lille autour du cinéma, mais qui est aussi investi dans le jeu vidéo. Très présent dans le jeu vidéo. Combien de personnes à peu près en emploi direct dans la région autour du jeu vidéo, et puis j'imagine beaucoup d'emplois indirects aussi Oui, effectivement, aujourd'hui c'est plus de 1000 emplois directs en fait qui sont liés au jeu vidéo. Et en termes d'emplois indirects, on peut considérer qu'on est à un peu plus de 2000 emplois en tout. C'est plus de 50 studios en tout cas qui sont aujourd'hui représentés dans Gaming. C'est aussi 3 écoles toutes réputées que sont Rubica, Pictura et Artsup, qui sont aussi adhérents à Gaming et qui continuent de former effectivement de nouveaux profils pour les entreprises qui sont ravies de les recruter. Former à tous ces métiers que l'on voit ici dans vos studios, en fait, c'est ça, c'est du art designer, c'est du storytelling, c'est du programmateur, il y a tout type de... Effectivement, de programmation, de création. art, 2D, 3D, animation aussi également, parce que ces écoles, pour plupart d'entre elles, ont aussi des formations en animation et également les métiers, ce qu'on appelle du game design ou de la gestion de projet, ce qu'on appelle la production. C'est un domaine qui ne cesse de se développer, il y a une limite quand même aujourd'hui, vous en trouvez des limites au Oui. développement de ce modèle? Comme tout secteur, on n'échappe pas à la conjoncture économique. Donc forcément, elle impacte tout le monde, et notamment les industries du divertissement dont on fait partie. Là où le marché change, c'est par rapport au nombre de jeux qui sortent. C'est qu'aujourd'hui, il est entre guillemets de plus en plus facile de développer des jeux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des milliers de jeux qui sortent chaque année. Donc la concurrence, elle est de plus en plus importante. Et une concurrence aussi qui est de plus en plus internationale. Donc on peut s'en réjouir parce qu'il y a de plus en plus de jeux avec des personnes de cultures différentes qui vont créer, et en même temps sur le marché ça va mettre aussi de plus en plus de jeux en concurrence. On connaît la Paris Games Week évidemment, qui est un événement majeur à Paris. Ici dans la région on a les Geek Days, cette année c'est le 9 et 10 mai à Lille. Ça a un impact aussi sur
la visibilité du jeu vidéo? J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui y vont, qui sont déjà fans de jeux vidéo, mais Oui. même pour les studios de la région. Aujourd'hui, on bénéficie aussi du fait que le jeu vidéo est quand même de plus en plus connu par rapport à il y a une vingtaine d'années, on va dire. Mais des événements comme ça permettent effectivement, je trouve, de rassembler aussi les familles autour souvent d'une passion qui, je dirais, est maintenant intergénérationnelle, donc qui peut être une occasion de partage entre les parents et les enfants. Nous, c'est un événement qui est aussi important parce que ça permet aussi de sensibiliser les acteurs, notamment du monde politique ou des gens qui connaissent moins le jeu vidéo et de le faire découvrir. Merci beaucoup Edouard Merci pour toutes ces précisions autour de Ludogramme, évidemment. Donc à Ludogramme qu'on peut retrouver évidemment partout sur PC, Oui, sur sur Switch, c'est PC, ça sur Switch. On a encore des jeux mobiles de notre ancienne époque, on va dire, et bientôt sur d'autres consoles. Et vous avez parlé formation, il y a un campus e-sport qui est en train de se créer à Roubaix, il va ouvrir à la fin du mois de février. On va aller le découvrir. Thank you. I will start Drake. Oh, no, Yeah, we can like vote right after, but That's a sponsor to talk. ça va se finir. Se former, se perfectionner, s'entraîner, s'améliorer dans l'e-sport, et si tout cela se passait ici à Roubaix. On est dans ce campus des formations, des compétitions, de la préparation physique, de la préparation mentale. Tout est dédié à l'e-sport, un lieu totalement inédit qui est en train de se créer justement. On va découvrir ce lieu. Là actuellement on a une équipe lilloise qui est en train de s'entraîner. Et justement, on va découvrir ce lieu parce qu'il est vraiment gigantesque. Alors, le lieu ouvre à la fin février. Il n'est pas encore totalement prêt. Mais justement, Jean-Baptiste nous attend dans une salle qui est semblable à celle qu'on vient de voir juste avant. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes Bootcamp Performance Manager ici pour SportCube. Là, on a la représentation d'une salle d'entraînement pour une équipe professionnelle d'e-sport, c'est ça? Nous, ce qu'on essaye de reproduire, c'est vraiment cet environnement que les joueurs peuvent expérimenter pendant les compétitions. Donc, on va vraiment les mettre en alignés, comme on a pu voir. Il manque juste les bureaux pour le staff technique qui viendrait être derrière. Donc, d'habitude, c'est le coach, l'analyste, le assistant coach qui viennent se placer derrière. Donc, vraiment, nous, on a reproduit ici un peu cet alignement qu'ils auront pendant les tournois avec de l'équipement de très, 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 très haut niveau. Là, on parle vraiment de performance dans le monde de l'e-sport, avec des équipes qui peuvent venir de quels horizons internationaux? On peut accueillir n'importe partout. On peut travailler avec des équipes brésiliennes, comme on peut travailler avec des équipes asiatiques, comme des européennes, comme des françaises, enfin européennes, évidemment des françaises, mais ça peut venir des quatre coins du monde. Alors ce lieu est vraiment en développement depuis quelques mois maintenant, il va ouvrir, on l'a dit, fin février. Pourquoi avoir choisi ce lieu ici à Roubaix? Et le but c'est d'en faire une capitale de l'e-sport en France peut-être et dans le monde? Mine de rien, c'est aussi un point très stratégique. On a l'aéroport de Bruxelles pas loin, on a l'aéroport de Paris, on a aussi l'aéroport de Londres. Après nous avons aussi, comme on l'avait mentionné, les aides de l'État pour vraiment mettre en avant cet aspect de gaming e-sport dans la région du nord de France. Notre objectif, c'est peut-être pas de devenir la capitale de l'e-sport, mais plutôt le Clairefontaine de l'e-sport. C'est complet en fait ici, il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, il y aura une zone sportive, c'est ça qui va être créée, des bains froids aussi, un suivi médical des joueurs qui vont venir. Tout à fait, c'est quelque chose que nous on veut mettre vraiment en avant, ramener vraiment des équipes spécialisées dans tout ce qui est la médecine du sport et qui sera appliquée à l'e-sport, utiliser tout ce que les sportifs traditionnels font dans le monde du sport pour justement l'appliquer à l'e-sportif au niveau surtout des bras, des poignets, des coudes, même des yeux, qui sont les parties du corps qui travaillent le plus chez un joueur e-sport. Donc c'est vraiment une préparation totalement comme un joueur de foot professionnel qu'on peut voir ici dans la région, à Lens ou à Lille. Justement, dans la salle d'à côté, il y a une équipe lilloise, donc on vous l'a dit, Lille e-sport, qui est en train de s'entraîner. On va voir ce que ça donne pour vous, c'est la première découverte de ce lieu. Pour nous, c'est super intéressant parce que, en général, lorsqu'on ramène nos joueurs, ils ne vivent pas forcément à Lille. Pour les ramener et travailler ensemble dans un même lieu qui est autour de la performance, c'est super intéressant pour une équipe comme nous parce que on a des matchs importants qui arrivent. Alors nous, on a un club lillois, on s'appelle Lille e-sport, on est présent en seconde division française de League of Legends, on a un club français, mais nos joueurs viennent un peu partout en Europe. On a eu des joueurs un peu partout. Aujourd'hui, notre équipe est constituée d'un joueur allemand, un joueur suédois, un joueur tunisien et 2 joueurs français, avec un coach français. Pour un joueur e-sport, il ne faut pas grand-chose, il faut un très bon PC, c'est le cas. Il faut du calme, un endroit sécure, avec une bonne connexion. Pour l'instant, on a tout ça. Donc pour nous, c'est super intéressant et aussi très accompagné au niveau de la nourriture, au niveau de tout ce qui va être accompagnement, on va dire, en termes de petits catering pour que les joueurs aient de l'énergie, bananes, fruits secs, etc. C'est très simple pour nous parce qu'en fait, c'est comme si on donnait clé en main des locaux sans devoir vraiment réfléchir à ce qu'on devrait faire. Et moi, ça m'enlevait du travail pour penser plus aux joueurs et non pas à qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée. Donc pour l'instant, niveau performance, en entraînement, ça se passe très bien. Ça se passe mieux qu'en distanciel. Donc
ça donne envie de recommencer l'expérience. Jean-Baptiste, on parle performance, mais aussi on parle ici de formation, c'est vraiment complet. On se forme pour des métiers, en tout cas des gens peuvent se former autour du monde de l'e-sport, c'est ça? Ici maintenant, on va mettre en place des formations spécifiques de spécialisation donc pour des personnes qui ont déjà une formation professionnelle. Je prends toujours l'exemple de l'RH. Les équipes aujourd'hui, les organisations e-sportives ont vraiment un vrai besoin de trouver quelqu'un qui puisse identifier des profils qui conviennent à des postes, à certains postes très spécifiques. Cette personne ou ces personnes-là ne sont pas encore formées, ne savent pas comment encore identifier un bon profil qui pourrait être demain le manager ou l'expert finance d'une équipe e-sport. Et du coup, nous, on va venir vraiment mettre en avant cette spécialisation avec des intervenants qui font déjà partie du monde de l'e-sport. Il y a toute une partie accueil public, c'est ça, avec un bar, de la restauration, des jeux d'arcade, peut-être la diffusion aussi de compétitions d'e-sport, c'est ça qui va être dédié ici. Les gens pourront venir Tout à fait. découvrir le monde de l'e-sport aussi. Tout à fait. Nous avons vraiment créé un pôle à part entière de restauration appelé chez MMA Gamers. Il y aura comme tu l'as très bien dit, des bornes d'arcade en libre service, on aura une partie billard, il y aura des écrans pour mettre la rediffusion de matchs e-sport, mais pas que, on aura aussi des matchs de sport traditionnels. Donc vraiment, c'est un espace à vivre, enfin à mettre en avant, qu'on veut mettre en avant pour cet aspect social. Un lieu d'accueil, il y a aussi de l'accueil pour les enfants, alors c'est le but aussi. Le lien social, d'un côté avec des sortes de stages dans le temps périscolaire, aussi des stages sur les vacances pour accueillir les enfants. C'est centré autour du jeu vidéo, mais c'est pas vraiment. On ne fait pas que du jeu vidéo, c'est vraiment un peu l'école de la vie aussi, c'est ça? On va utiliser le jeu vidéo comme levier social pour les jeunes en précarité. Donc, on utilise le jeu vidéo, mais pas que. C'est-à-dire, on va mettre en place aussi des ateliers de sport traditionnels, mais on va toujours utiliser le gaming et les jeux vidéo pour mettre en avant ces valeurs traditionnelles du sport. Qui peuvent être du fair play, le respect, la cohésion d'équipe, le travail en équipe, la persévérance. Voilà, donc on a aussi cet aspect un peu plus formateur, plus jeune pour les plus jeunes. Bon, on le voit pour le moment, le lieu est encore en train de s'habiller. Il n'y a pas encore tous les logos. Il y a pas mal de petits post-it pour dire attention, il faudra bien mettre ceci ici. En tout cas, il y a un endroit qui est plutôt bien habillé. Je crois qu'il y a une arène. C'est ça. On va aller la voir. On va aller la voir. Et donc peut-être le joyau de ce lieu ici, de ce e-campus ici à Roubaix, c'est cette arène, 150 places. Elle est flambant neuve, elle est vraiment magnifique. Il va se passer quoi ici? À quoi elle est dédiée cette salle? On peut partir sur du classique, donc des événements d'entreprise plus corpo. On peut aussi mettre en place des anniversaires pour les plus petits, mais aussi on peut donner un aspect, une utilisation plus e-sport, mettre en vraie situation les équipes et pouvoir recréer cet aspect, cet environnement qu'ils auront pendant les gros matchs dans les stades pendant les compétitions. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des annonces sur une compétition amateur ou en tout cas du e-sport sur des équipes professionnelles de la région avec le public qui pourra venir voir la compétition, c'est ça? C'est ça, nous voulons aussi mettre en place des événements classiques mais aussi des événements e-sport, peut-être deux équipes qui viennent s'affronter ici chez nous avec du public juste en face, donc un show match entre deux grosses équipes peut-être françaises ou internationales, on verra bien, mais c'est aussi un des objectifs de l'Arène. Ça existe comme ça dans l'e-sport en France, un lieu aussi complet? J'ai envie de dire que non. Je pense aujourd'hui une offre, enfin quelque chose comme ça en France, ça n'existe pas, en tout cas pas aussi complète, et ce qui nous rend vraiment très attirants pour les équipes, que ce soit françaises ou internationales. Un lieu d'exception pour le sport, la performance. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir présenté ce lieu ici à Roubaix. Ça ouvrira dès la fin février. Le jeu vidéo est donc un art à part entière et parfois les arts se rencontrent, se mélangent, et cela propose aussi une exposition, le moyen de voir le jeu vidéo autrement, à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. C'est une œuvre majeure du jeu vidéo qui est mise à l'honneur. Pour remonter le temps, on va visiter Bagdad. Le jeu vidéo peut enrichir notre visite au musée? Eh bien, la réponse se trouve ici, à l'Institut du monde arabe de Tourcoing, puisque jusqu'au 8 février, vous pouvez découvrir Madinat al-Salam, la Bagdad du Moyen-Âge, qui prend vie sous vos yeux avec des objets des collections de l'Institut du monde arabe de Paris, et puis surtout une mise en scène issue de l'univers du jeu Assassin's Creed Mirage d'Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, créateur de la saga.
L'exposition qu'on découvre ici a d'abord été proposée à Paris. Je rejoins Manuela, chargée de médiation. Bonjour Manuela. Bonjour. Merci de nous recevoir ici donc, à l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Ça apporte quoi cette idée de mélanger jeux vidéo avec histoire pour une exposition, pour redécouvrir Madinat al-Salam? Alors, Bagdad, c'est une ville qui a rayonné en fait pendant 500 ans de sa fondation, donc en 762 jusqu'à 1258. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun vestige archéologique significatif de la ville de Bagdad. On ne peut plus faire de fouilles à cet emplacement. Donc, les images, effectivement, permettent de s'immerger dans ce qu'avait pu être plutôt la Bagdad abbasside. Alors il ne reste que des sources écrites, effectivement des chroniqueurs, des historiens, des écrivains tels que El-Jahiz, dont vous pouvez voir le portrait parmi d'autres portraits dans l'exposition, donc qui a vécu dans la ville de Bagdad au IXe siècle, époque à laquelle se déroule le jeu. Donc ces écrits en partie, ainsi que ceux d'autres chroniqueurs comme Yacoubi, un auteur du IXe siècle, ou Tabari, un auteur du Xe siècle, ont pu servir effectivement de source pour les historiens qui donc ont été sollicités pour participer à la reconstitution de la ville. Ce qui est d'original aussi, Manuela, c'est que la cité de Bagdad, elle avait quand même un plan d'urbanisme assez original pour l'époque. Oui, c'était donc une ville qui était surnommée donc Madinat al-Salam, la ville de la paix, mais aussi la ville ronde, par rapport à un plan d'urbanisme original. Donc lorsqu'elle est fondée en 762 par Al-Mansour, donc le second calife de cette dynastie abbasside, la ville donc adopte un plan d'urbanisme circulaire, essentiellement au niveau des remparts de cette ville, donc de forme ronde, donc des fortifications, des remparts qui étaient réputés infranchissables. On pouvait accéder à cette ville ronde par 4 portes surveillées par des gardes. À l'intérieur se trouvaient les habitations donc des fonctionnaires ou de la famille du calife, et au centre de celle-ci, effectivement, le palais du calife, dit palais au dôme vert ou à la porte d'or, que l'on peut voir donc imaginer dans les images du jeu qui sont présentées dans l'exposition. Comment s'est fait le travail entre l'Institut du monde arabe de Paris et Ubisoft pour recréer Madinat al-Salam? Ubisoft choisit systématiquement des époques historiques qu'il qualifie de pivots. Donc l'époque de la Révolution française, l'époque de la Renaissance. Il reconstitue des villes, donc Paris par exemple, ou Florence, des époques, et systématiquement il s'appuie sur des historiens. Donc les meilleurs spécialistes de ces différentes époques sont sollicités pour participer à la réflexion sur les reconstitutions. Donc pour Bagdad, ils ont fait appel à Vanessa van Rentergem, qui est une historienne spécialiste de l'époque abbasside, ainsi qu'à d'autres historiens, et également donc à l'Institut du monde arabe de Paris. Et donc cela, ce sont les premières esquisses, les premiers dessins pour créer? Absolument. Donc nous passons maintenant dans les espaces liés à la conception du jeu. Donc précédemment, nous étions dans les espaces plus historiques. Ici, nous sommes dans les espaces dédiés à Ubisoft, avec quelques concept art, donc des croquis, qui permettent aux dessinateurs de travailler sur l'ambiance du jeu, des scènes. Alors avançons un petit peu pour voir justement les différents métiers autour du jeu vidéo pour créer la cité de la paix. Donc on est dans une salle dédiée véritablement au métier du jeu vidéo, présentée donc par grande famille, les artistes donc qui sont effectivement à l'origine de l'identité visuelle du jeu, par les portraits, mais aussi les décors, les programmeurs qui travaillent sur le codage, qui mettent en place les fonctionnalités du jeu, les professionnels du design qui travaillent sur les réactions entre les différents personnages, ou les réactions entre le personnage principal et l'environnement, et l'animation, qui permet aux personnages de faire des cascades, par exemple. Et de l'autre côté, vous voyez donc des métiers qui correspondent à la Bagdad abbasside et que vous pouvez découvrir dans le jeu. Donc les différents quartiers, donc les quartiers le quartier de la savonnerie par exemple, le quartier des teinturiers ou du commerce, peuvent être explorés par le joueur. Alors entrons maintenant, Manuela. Ici on est dans le souk. Absolument, on est immergé dans le souk de Bagdad.
avec 3 projections. La volonté était d'immerger, de plonger véritablement le spectateur ici dans cette salle, dans le souk de Bagdad, avec entouré par effectivement les tisserands, les dinandiers ou la papeterie et également donc les étals d'épiciers. Et bien voilà, parce qu'on est immergé avec la vidéo et on est immergé totalement avec ces étals d'épiciers. Ce sont des produits qu'on pouvait retrouver à l'époque à Bagdad? Absolument. Donc effectivement, on pouvait trouver des épices comme la cannelle, mais aussi la badiane ou le cumin. Les pommes pouvaient venir de Syrie, les grenades et les melons pouvaient venir d'Iran, le café d'Arabie et toutes ces denrées entraient dans les préparations culinaires, donc dans la gastronomie, qui s'est très fortement développée à cette époque à Bagdad, par rapport à la présence d'une élite urbaine qui organisait des banquets. Avant de dire qu'on est totalement immergé, parce qu'il y a aussi les sons, les ambiances, enfin il y a les sons, les ambiances, mais si je parlais des sons, les langues qu'on entend, ce sont les langues de l'époque également, c'est une recréation. Alors il y a un pôle d'écriture véritablement chez Ubisoft qui travaille sur les dialogues. Donc dans ce jeu sur Bagdad, l'arabe, le persan ou l'hébreu ont été travaillés sous forme de dialogue, mais Bagdad était certainement donc une ville polyglotte dans laquelle on entendait parler des langues telles que le kurde, les langues amazigh ou berbères ou encore bien d'autres langues. Et langue polyglotte, puisque cette exposition a ses cartouches écrites en français et également en arabe, et c'est une première fois que le musée s'investit dans cette double traduction. Tout à fait, donc pour cette exposition Bagdad, on travaille sur voilà, la traduction des textes de salle. Dans la dernière salle, il y a une vidéo pour conclure un petit peu notre balade, notre visite. J'ai quand même une question. Cette exposition, si on n'est pas fan de jeux vidéo, est-ce qu'elle est quand même pour nous? Ou alors est-ce que c'est aussi un moyen peut-être de faire venir les plus jeunes ici au musée? Alors c'était véritablement une expo intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie très historique dans laquelle on parle de la fondation de la ville de Bagdad et une partie beaucoup plus ludique avec ces salles immersives. Et effectivement, on accueille des publics de tous les âges, beaucoup d'adolescents, effectivement, dans le cadre scolaire, mais aussi en famille. Donc c'est vraiment une exposition pour tous les âges. Voilà. Une exposition donc, qui a déjà accueilli près de 14 000 visiteurs. Vous allez donc pouvoir venir voir ici jusqu'au 8 février. Elle a été prolongée donc, autour de l'univers d'Assassin's Creed Mirage et donc découvrir la Bagdad de l'époque. Et puis, bien entendu, revenir sur les jeux vidéo. C'est ce qu'on a voulu vous montrer avec Théo d'Orangeon. Notre région devient un des lieux de la création du jeu vidéo. Un univers qui devient un véritable trésor du Nord. Et puis, qui sait, peut-être que le héros d'Assassin's Creed viendra prochainement planter son univers dans l'industrie de notre Nord-Pas-de-Calais.